Attends, ça se discute. Ah, ouais, ça se discute. Hein. Ouais. On n'est pas très sûr d'être en On forme. verra bien tout n'est-ce à l'heure. pas? Oui. Et apparemment, il y a quoi? Il y a que moi aujourd'hui qui suis en forme. Oui, apparemment. Apparemment. Elle s'est endormie un peu tôt aujourd'hui, non? Au fait, Donc, c'est une petite habitude que j'ai commencé à inculquer, j'ai envie de dire, dans mon quotidien Ah depuis oui. déjà une semaine. Ça te va ravir, hein? Allez, Je vois même moi-même le changement. Là, tu es en forme. Voilà. Ouais. En fait, la petite astuce, c'est que je dors très tôt. Enfin, très tôt, je dors Avant, non, tôt. elle dormait très tard. Voilà. Mais Alors maintenant, c'est une 20. nouvelle résolution, elle va dormir un peu tôt. C'est ça? Oui, 21h. Ah bah c'est bien. 21h et Championne. j'ai une bonne nuit de sommeil. Ah bah très Voilà, bien. donc, finalement, ça se voit. Ah oui, elle est gaie. Alors Amel, aujourd'hui, c'est alors en ce moment, donc il y a Opéra d'Alger à partir donc qui justement abrite une belle tradition, une culture finalement qui est un peu partagée un peu partout dans le monde et c'est une véritable tradition puisque nous sommes à la 14e édition donc du Festival culturel international de la musique symphonique. Tu sais que j'allais dire la musique andalouse. Andalouse. Je te voyais venir. Voilà, c'est une belle musique aussi. Ah bah oui. N'est-ce pas? Ah oui. N'est-ce pas? Ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Alors, c'est pas la musique andalouse, mais c'est la musique symphonique. Donc, donc hier, c'était le coup d'envoi. C'est donc un festival qui va se poursuivre jusqu'au 23 avril. Nous allons revenir donc sur cet événement ce matin, Inch'Allah, avec l'un de nos invités. Et aussi, donc, toujours parlant d'événementiel, cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'école polytechnique d'Alger, là où les étudiants sont aussi très, très dynamiques. On le dit à chaque fois, Amel. Hein. Ah oui, oui. Les étudiants plein d'effervescence, donc ils se préparent dès maintenant, donc dès leur cursus universitaire, au monde professionnel en organisant des événements, donc pour créer un petit peu cette compétition. Très actif, franchement. Voilà, très actif. Chapeau, hein. Voilà, donc déjà inculquer cet esprit compétitif, d'innovation, et cette fois-ci, donc nous allons revenir sur un hackathon qui donc sera organisé au niveau de Polytech au profit des étudiants, donc qui ont des solutions à proposer sur certaines problématiques. Et aussi, ce matin, parlons toujours de culture. Alors, c'est vrai que l'Algérie, particulièrement le ministère de la Culture, fait un travail colossal pour la préservation de notre patrimoine. Et meilleure préservation, ou l'une des meilleures techniques ou stratégies de préservation, c'est bel et bien de classer patrimoine, finalement, les différentes parties de notre patrimoine. Et cette fois-ci, c'est le bijou kabyle. Entre autres, ouais. Entre autres, voilà. Un dossier donc a été soumis pour le classement de patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et c'est justement une initiative à laquelle reviendra notre amie Samira Hadjamal qui sera toujours accompagnée comme chaque vendredi de notre ami Siham Knouch qui va nous présenter ou nous proposer cette fois-ci de nouveaux prénom et nous emmener toujours dans son beau voyage. Franchement. Alona, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas que la signification, mais elle nous emmène vraiment très très loin, même à l'époque très reculée. En voyage dans le temps. Exactement. En voyage dans le temps. Voilà. Et aussi donc beaucoup de culture cette matinée, puisque la ville d'Oran aussi accueillera alors le 20 avril de ce mois un beau spectacle donc, qui sera assuré par un artiste pianiste que nous avons d'ailleurs déjà reçu sur notre plateau. Il sera parmi nous ce matin pour parler de cette organisation. Voilà, normalement j'ai fait le tour et c'est donc le programme de cette matinée. Mais sinon, ça s'annonce plutôt fraîchement, on va dire. Pas doux. Non, fraîchement non. Fraîchement non. Non. Ah non, c'est plutôt frais. Pour 25 degrés, le matin oui, je suis d'accord, mais l'après-midi non. C'est vrai qu'on sort un peu tôt le matin, donc nous avons cette petite brise. Exactement, on en profite. Finalement, ça va être des températures hors saison. Exact, 25 degrés pour aujourd'hui. نحصلوها في الموis d'avril. نحصلوها في le mois d'avril. Voilà, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc nous avons déjà un avant-goût, il va faire chaud aujourd'hui. Ah oui. On aura du soleil au moins? Oui. Ah bah voilà.
C'est déjà pas mal. En C'est attendant vrai que c'est le le temps lourd, parfois, qui est un petit peu angoissant d'ailleurs. lourd et aussi humide. Voilà, Très humide. très humide, effectivement. Donc si on a du soleil, ça va, ça sera supportable. Ouais, ça va. Voilà. Un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit des passages nuageux et de la brume, mais en matinée, c'est pratiquement une grande partie des régions nord. Puis le ciel deviendra dégagé, à partiellement voilé, mais le ciel deviendra de plus en plus nuageux, mais en soirée sur les régions de l'ouest et le centre. La moitié sud, excepté des passages nuageux sur le Égard et le Tassili, partout ailleurs, eh bien le ciel restera dégagé, à partiellement voilé, avec toutefois quelques soulèvements de sable vers l'extrême sud, le Égard Tassili et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont remonter par rapport à hier. Météo Algérie prévoit un maximum 29 degrés du côté de Relizane, 25 Tlemcen, Alger, 27 à Tizi Ouzou, 23 degrés Constantine, Sétif, Batna, 24 à Guelmat, 20 degrés à Annaba, 21 à Al-Bayad, également Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera 26 degrés à Gardaya, 27 à Béchar, 30 à Biskra, 35 Tindouf, Tamanrasset, 33 à Adrar, 37 à Elizi, 36 à Janet, 40 Borj Bedi Mokhtar et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 42 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes est, mais peu agitée sur les côtes ouest et centre. Des vents faibles sur les côtes ouest et centre, 10 à 20 km/h et les vents seront variables. Et jusqu'à 30 km/h, c'est les côtes est et les vents sont des acteurs est. Et on termine aujourd'hui ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h25. Et pour davantage d'informations, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie, les 3 w.meteo.dz. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors, donc, finalement, des températures hors saison, hein, Oui. un peu partout. Au nord, oui. Un peu partout. Exactement. Déjà sur plus le à territoire, Relizane, pratiquement. oui. Relizane, c'est un peu élevé, 29 degrés. À l'ombre, hein. À l'ombre, voilà. Donc, on rappelle à chaque fois que C'est c'est... toujours des températures à l'ombre. Voilà, c'est toujours des températures à l'ombre, donc il faut faire très très attention. Exactement. Donc, comptez encore additionner 2-3 2-3 degrés, degrés en plus. voilà, 2-3 degrés en Exactement. plus. Voilà. En tout cas, c'est une belle journée aujourd'hui. Oui, Voilà. qui s'annonce, oui. Qui s'annonce. En attendant demain. En attendant peut-être demain. qu'il y aura un Allez, petit on va dire que c'est week-end aujourd'hui. Pourquoi pas aller faire une petite promenade, balader, un petit ouais. pique-nique, n'est-ce pas? Pourquoi pas, ouais. Voilà, C'est pourquoi l'idéal pas. pour Et aujourd'hui. puis, pourquoi ne pas aller vers du côté du festival? Ah oui, pourquoi pas. Voilà, le festival s'annonce très très riche et j'ai pas eu l'occasion d'assister à l'ouverture, mais paraît-il que l'ouverture Ah oui. était spectaculaire aussi. Oui, ML Elmi nous l'a dit tout à l'heure, c'était génial. Voilà, Ouais, quand ça commence bien, généralement, ouais. L'ouverture était bien. l'ouverture était bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure après Journal Télévisée du midi, après celui de 19h. 19h. Et Demain, à partir de 8h. plaisir. Merci beaucoup Amel, à tout à l'heure. On continue et ça sera pause musicale et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau et cette fois-ci, page santé que nous allons ouvrir en votre compagnie et en compagnie également du docteur Fethi Benachnou. Aujourd'hui, il va nous parler d'une pratique qui est malheureusement très ancrée dans notre société, c'est la consommation irrationnelle du paracétamol et ce sera juste après cela. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va, docteur? Ça va. Ça se passe bien? Il fait frisqué le matin. Oui, mais apparemment, on va avoir une journée plutôt chaude. Oui, mais nous, on sort à 5 heures Oui, du matin. effectivement. C'est ce que je disais à Amel, on ne le ressent pas. Mais dans la journée, ça va. Y a pas Voilà, de problème. dans la journée, on aura du 25 du côté d'Alger. Je préfère le froid entre nous. Hein. Oui. On bon. va avoir une Mais, période... mais après, c'est les caprices de la nature, on doit nous adapter. Bien sûr, N'est-ce on pas? est fait pour ça. Effectivement. Alors, docteur, aujourd'hui, vous allez revenir sur une pratique. C'est vrai que c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, donc la consommation Hélas. irrationnelle, effectivement, du paracétamol. Mais aujourd'hui, il y a cette pratique, on va dire, c'est un petit peu, on va dire, elle est passée au milieu des jeunes. Donc, même aujourd'hui, les jeunes
dès qu'ils ont un petit bobo, très vite, on va au paracétamol. Et les choses, bonjour, et les choses se sont compliquées. Oui. Le dernier communiqué du ministère de la Santé, parce que c'est le ministère de la Santé qui est responsable de la santé. Il ne faut pas oublier ça. Où il signalait un danger très grave, c'est l'absorption en grande quantité dans des buts, moi je n'ai pas encore compris, de grosses quantités de paracétamol. Oui. Et j'ai tout de suite pensé à l'épisode d'il y a 5 ou 6 ans, le poisson bleu. Oui, c'est un peu plus longtemps que ça. Effectivement, le défi voilà. C'était la baleine bleue. La baleine bleue. La baleine bleue. Mais ce qui montre là... En fait, là, vous parlez du fameux défi qui a été lancé sur les réseaux sociaux en ce moment? Oui, il y a la semaine passée. Voilà. C'est le communiqué du ministère. Je crois que là, il y a deux dangers. Deux dangers qu'il faut individualiser et séparer. On va parler de la consommation irrationnelle des médicaments et surtout chez nous du paracétamol. C'est une catastrophe et on en parle depuis. Moi, j'aimerais rendre hommage à la mémoire du professeur Helleli, qui était directeur du Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance, qui s'est occupé de ça et qui a formé et qui a prévenu et j'ai eu l'honneur de participer à une de ces séances de formation. Le paracétamol, c'est extrêmement, et je l'ai dit, c'est extrêmement dangereux parce qu'il donne ce qu'on appelle la cirrhose. Une cirrhose, c'est quoi? Vous connaissez le foie. Il est très doux, très mou, très malléable. Là, il devient, excusez-moi, je vais taper sur une... Il devient aussi dur, une cirrhose, le foie devient aussi dur, très très dur. Et atteinte du foie ou des reins, c'est la mort. Parce que ce sont des organes nobles qui sont fondamentaux. Tout ce qui passe par notre bouche passe par le foie. Le foie, c'est comme... C'est le filtre, finalement. Voilà, c'est le filtre. Ensuite, il y a les reins, ça filtre. Mais quand le foie est touché, plus rien n'est filtré. Après, les reins, nous en avons deux, on peut vivre avec un. Le foie, nous en avons qu'un seul. Oui, c'est pour ça qu'il faut... Et le foie, c'est affreux. Bon, certains disent maintenant, il y a des techniques modernes de transplantation de foie, on fait tout, mais attention, il faut trouver le foie et mieux... Entre-temps, docteur, nous, on se voit chaque vendredi pour ne pas arriver à ces pratiques. Nous, on cherche la prévention. Bien. Vous êtes une très bonne élève. Ah bah oui, j'ai un très très bon enseignant. Là, il faut préserver son foie et attention, tout médicament. Le paracétamol chez nous est considéré comme un bonbon. On a même des enfants qui disent « Maman, j'ai mal à la tête, donne-moi un paracétamol ». C'est grave, cette attitude-là. Cette consommation irrationnelle du paracétamol et qui est déclinée sur beaucoup de formes, parce qu'on a la dénomination commune internationale, la DCI, c'est le nom qui unit le monde entier grâce à l'OMS et tout ça, et on a le nom de marque. Et les gens se trompent. Je ne veux pas citer une marque, mais disons la marque A. La base, c'est du paracétamol. Il faut savoir lire une boîte de médicaments. Il faut toujours lire ce qui est écrit en italique. Le mot, le grand mot, là, bien... Ça, c'est la marque. J'ai dit le grand mot, pas le gros mot. Le grand. Ça, c'est la marque. Qui est écrit, justement, en caractère capital, en caractère gras. Voilà, avec un petit cercle tout petit, en fin du nom, avec un R. Ça veut dire que c'est le nom commercial. Et le R, c'est le registered, c'est la marque est registrée. Qui est enregistrée au niveau du registre de commerce, par exemple. Des registres de commerce, des instances commerciales. Vous ne pourrez utiliser cette marque qu'avec l'autorisation. C'est comme on a une fameuse boisson américaine qu'on fait en Algérie, mais regardez les bouteilles, à la fin il y a un petit sac avec un 1, ça veut dire que c'est registré de marque. Vous ne pouvez pas faire cette bouteille. Si on l'a fait, c'est parce que la centrale... A donné une licence.
Alors là, c'est très important et tous les médicaments passent par les reins. Ça, c'est important et ils peuvent être détruits. Or, maintenant, je passe à l'autre aspect du communiqué, je crois qu'il est temps, il est grand temps de codifier d'une façon sérieuse et sur le terrain. Pas les commissions, pas les textes, mais sur le terrain, codifier sévèrement et expliquer, faire une éducation sanitaire concernant les médicaments et leurs dangers lorsqu'ils ne sont pas. Je pourrais même dire que même mes jeunes collègues médecins, ce qu'on appelle les prescripteurs, doivent aussi faire attention. On ne doit pas remplir une ordonnance et on ne doit pas prescrire un médicament. Il faut arriver à ça. Il faut arriver. On ne doit pas prescrire un médicament si on n'a pas identifié, après consultation, après exploration, la maladie. À ce moment-là, on pourra prescrire le médicament adéquat. Et un médicament, il y a la dose, ça c'est d'un. Deuxièmement, il y a les heures de prise du médicament. Il y a le nombre de jours de médicaments. Et là, je m'adresse aux mamans. Il y a l'intervalle aussi, docteur, qui est important. Bien sûr, c'est l'heure de prise et l'intervalle. Le paracétamol a une durée d'action de 6 heures. Oui. C'est là. Alors, je m'adresse aux mamans parce que beaucoup de mamans, quand vous prescrivez un antibiotique, ah non, docteur, je ne veux pas me le prescrire, il m'en reste depuis la dernière. Non, un médicament, il est prescrit en nombre d'heures, de jours, de prise, point à la ligne. Il ne doit pas rester un stock ou salle de bain ou je ne sais pas trop quoi. Ça, attention, c'est très important. Vous voyez qu'il y a toute une éducation et des prescripteurs et de la population concernant le médicament. Il ne faut pas dire que le médicament uniquement parler, mais attention, il y a une règle. On évalue un médicament. Comment on décide qu'un médicament soit sur le marché? C'est en fonction de son efficacité, en l'absence de contre-indications, en l'absence d'effets secondaires. C'est tout ça qui doit être utilisé. Après, on fait un rapport qualité-prix. Le prix ne vient qu'en dernier. Ça, c'est important. Et c'est aussi important, un médicament, c'est des matières premières. Et des matières premières, il y a des références. On est capable de fabriquer des médicaments, mais il faut le faire selon des règles que l'on doit communiquer aux citoyens. Ça, c'est extrêmement important. Et le paracétamol est... Maintenant, il y a de plus en plus de cirrhose. On parlait de cirrhose pour les buveurs alcooliques, les alcooliques. L'alcool détruisait le foie. Alors, c'était la cirrhose alcoolique. Maintenant, on a des cirrhoses d'origine médicamenteuse. Et à leur tête, le paracétamol que l'on boit. C'est pas, je m'excuse, pardon, c'est pas le paracétamol. C'est la façon de prendre le paracétamol. C'est encore une fois la prise irrationnelle du paracétamol. Alors, docteur, il y en a qui prenaient jusqu'à 5, 6, 7 comprimés par jour. Surtout les femmes, j'ai mal à la tête. Oui, quand on a des migraines comme ça, donc effectivement. Après, de toute façon, ça va créer de la résistance. Après, même le paracétamol, il va plus rien. Il aura fait son boulot de effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur, parce que nous avons des boîtes de paracétamol à 500, nous avons des boîtes de paracétamol à 1000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette inscription? Oui. Vous savez, je vais aller à côté. Oui. Il y a un médicament antidiabétique qui était dosé à 30. Je ne dis pas l'environnement, dosé à 30. À partir du moment où certains, selon leur diabète, doivent prendre 2, 3 comprimés par jour. Là, il y a quelque chose qui est apparu, qui est positif. On prend les deux et on fait une 60. 2 fois 30, c'est 60. Ça diminue les prises. Pourquoi? Parce que on a... dans la pratique, les gens, surtout aux personnes âgées ou autres, j'ai pris un comprimé, ou j'ai pris mes 2 comprimés, ou j'ai pris mes 3 comprimés. Ça, c'est pour améliorer la dose que vous avez, par exemple, le paracétamol à 500 et à 1000. Il y a des situations, des pathologies où on vous dit de prendre 2 comprimés.
Là, on retombe chez les consommateurs, les malades. On dit, ah, j'ai pris mon comprimé ou je ne l'ai pas pris. Donc, on leur donne, au lieu de dire prenez 2 comprimés à 500, prenez un comprimé à 1000. Ça, c'est pour... attention, hein, c'est très prégnant le fait de dire cet oubli, surtout chez les personnes. J'ai pris 1, j'ai pris 2, ah non, je ne l'ai pas pris, je vais demander. Après, ça risque de déstabiliser complètement le traitement. Le fait de donner un comprimé à 1000, c'est le comprimé, j'ai pris mon comprimé, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est important, ce qu'on est en train de dire, c'est l'éducation sanitaire, c'est expliquer, c'est l'OMS, qu'est-ce qu'elle dit, aux prescripteurs. C'est le bureau, au moment où on écrit une ordonnance, on précise tel médicament, c'est à telle heure. Avec tel dosage. On fait répéter le malade et si possible, on fait toujours accompagner. Le malade doit toujours être accompagné par son épouse ou son époux ou son fils ou sa fille qui est près de lui et qui lui explique l'ordonnance. Autre chose très importante, vous voyez, l'éducation sanitaire est très importante parce qu'on a pris de mauvaises habitudes en Algérie. L'écriture de l'ordonnance doit être lisible. Cette notion de les médecins... L'écriture du médecin, l'écriture de chat ou un truc comme ça. Non, vous pouvez être poursuivi en justice s'il y a erreur. Là, beaucoup de femmes. Et maintenant, les choses sont plus simples. La majorité des médecins ont l'outil numérique. Ils n'ont qu'à les logiciels particuliers. Ils n'ont qu'à taper, ça s'imprime et c'est plus clair. Donc vous voyez que, sincèrement, c'est pour ça qu'au début, j'ai rendu hommage à la mémoire du professeur Hellali, qui, il y a presque 30 ans de ça, 30 ans, ici en Algérie, et qui était expert de l'OMS pour les médicaments pour enfants en Afrique. C'était lui qui était expert pour l'OMS. Donc, il y a à peu près 30 ans, je crois qu'il faut revenir à cette façon d'éducation sanitaire. L'éducation sanitaire, vous voyez qu'elle touche, et c'est essentiel, les médias. Nous avons maintenant, par exemple, l'insuline. On faisait des erreurs, les petites seringues, quand on a des problèmes de vision, tout ça. Maintenant, les choses ont évolué et c'est très important d'expliquer, quand je prescris un stylo, qui sont de plus en plus efficaces et faciles à utiliser, il faut expliquer et dire et prendre le temps. Il y a même le temps de consultation. On avait fait une étude où c'était une étude faite par les Pays-Bas, où on a étudié le temps que le médecin passe à consulter le patient, minimum 7 minutes. À l'époque, je ne sais plus maintenant, il faudrait que les étudiants refassent la rôle. En Algérie, c'était de 3 à 4 minutes. Vous voyez comment c'était expéditif. Le temps de consultation, c'est ça qui est... C'est vraiment le temps de dire bonjour, hein. C'est 3-4 minutes. Et, par exemple, la prise de tension est obligatoire, est automatique. Là, maintenant, je ne comprends pas. Il faut revoir certaines pratiques, effectivement. En tout cas, docteur, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la prise de parole, je disais. Alors, la prise de paracétamol, ce n'est pas des bonbons, ça reste un médicament, n'est-ce pas? Et donc, il faut le prendre de façon rationnelle, pourquoi pas toujours revenir à son médecin. Voilà, en tout cas, on termine sur ça. Oui, qu'est-ce que c'est que lorsque c'est des antibiotiques qui doivent être adaptés, des hormones, et les choses évoluent. Et j'arrête là. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah pour un autre sujet. Merci, docteur. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du Centre de développement des technologies avancées. Et c'est Feria El-Chir qui nous y emmène dans ce reportage. On se retrouve juste après. Le Centre de développement des technologies avancées est un établissement à caractère scientifique et technologique. Sa mission principale est de promouvoir la recherche scientifique appliquée et le développement technologique en vue de contribuer au progrès industriel, économique et social de l'Algérie.
Actuellement, au niveau de notre plateforme, donc, nous avons réalisé différents types de capteurs. Parmi eux, on peut citer un capteur, donc deux capteurs de gaz. Le premier, c'est pour le CO, le monoxyde de carbone, qui est à l'actualité. Ainsi que nous avons développé d'autres dispositifs tels que les micro-heaters, donc les micro-chauffages, qui sont utilisés actuellement dans le domaine médical. Un autre projet qui parle sur la thermothérapie, donc c'est des dispositifs qu'on met sur le corps humain et on chauffe une partie pour voir comment dirais-je, le patient, comment il va réagir en présence de cette chaleur. Aussi, on a fait, comment dirais-je, un dispositif qui est lié à un diagnostic tools. C'est pour déterminer la palpation des tumeurs. Voilà, pour voir. Ça, c'est un dispositif qui est destiné pour les étudiants. Grâce à une approche axée sur l'innovation, la formation de compétences et la valorisation des résultats de recherche, cette stratégie lui a permis de déposer et d'obtenir plusieurs brevets d'innovation. Donc le premier, il est sur le process de fabrication d'un capteur, qu'on a fait en 2022-2023, et les deux derniers, c'est un sur les thermothérapies que j'ai parlé avec l'équipe IRVA, et l'autre c'est pour la détection des gaz. Bon, spécifiquement, c'est une plateforme qui est dédiée pour dire est-ce que les détecteurs de monoxyde de carbone qui sont sur le marché, ils sont fiables ou pas. Nous avons des projets spécialisés dans le domaine de la santé. Beaucoup dans le domaine de la santé. Donc, c'est des projets partenariats avec l'hôpital de Ben Aknoun, l'hôpital de Mustapha Bacha, avec la fac de médecine d'Alger. On travaille également avec la plateforme MEMS pour le développement d'un globe, d'un gant, en utilisant pour une application médicale, surtout dans la thermothérapie. Donc nous avons développé une plateforme basée sur les jeux sérieux. Cette plateforme va compléter la rééducation classique en utilisant donc la réalité virtuelle. On a actuellement, nous sommes en train de faire des évaluations sur des malades post-AVC. Et on a remarqué une évolution très très importante. Nous sommes très très contents. L'équipe IRVA, Imagerie, reconnaissance de forme, vision artificielle, accueille également des étudiants dans le cadre de stages ou de projets de fin d'études, afin de les encadrer, les former et de les initier à la recherche appliquée dans le domaine de la vision par ordinateur. Je suis un ingénieur en intelligence artificielle au niveau de l'université du Blida. En fait, en ce moment, on travaille sur un projet de la recherche en intelligence artificielle adapté à la santé, notamment, plus précisément en fait, les maladies pulmonaires. Notre objectif, c'est de développer un système intelligent qui permet de détecter des zones affectées automatiquement avec l'intelligence artificielle. Le Centre de développement des technologies avancées s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de la recherche scientifique de l'innovation technologique en Algérie. Grâce à ses travaux de pointe, à ses nombreux brevets et à son engagement dans la formation des jeunes chercheurs, il contribue activement au progrès scientifique national. Et voilà, c'était donc le Centre de développement des technologies avancées. C'est un reportage de Feria El-Chir. Et restons toujours dans le monde et dans le domaine des étudiants, puisque le club IEC donc, de l'École nationale polytechnique d'Alger organise un événement au profit de ses étudiants. Et nous en parlons ce matin en compagnie des représentantes de ce club, à savoir Shahinaz Youssaidan. Shahinaz Youssaidan, voilà. Je ne voulais pas dire de bêtises. Shahinaz, bonjour. Bonjour, Marhaba. Comment ça va? Ça se passe bien? Alhamdulillah. Et parmi nous également Lilia Miman. Lilia, bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba avec, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Plaisir et partage. Voilà, et donc que ce soit Lilia ou Shahinaz, vous êtes toutes les deux donc étudiantes au niveau donc de l'École nationale polytechnique. Vous êtes toutes les deux aussi membres de l'unité de communication et des relations externes au niveau du club, n'est-ce pas? Alors avant de parler de cet événement, Shahinaz, parle-nous un peu donc du club. Notre club IEC, qui est Industrial Engineering Club, c'est un club du département génie industriel au sein de notre
de l'École nationale polytechnique d'Alger. Il regroupe les deux spécialités du département, c'est-à-dire management industriel et data science et intelligence artificielle. Il a été fondé... Ça commence à se compliquer là, hein, pour moi. D'accord, je vous explique, il n'y a pas de souci. Ben, notre département génie industriel, il a deux options, deux spécialités. Il y a le management industriel et il y a la data science et l'intelligence artificielle. Oui. Donc, notre club, il regroupe les deux spécialités. Il a été fondé en 2020. En février 2020. Et il a pour but de vulgariser le génie industriel sous ces deux options que j'ai citées, parce que même si c'est un domaine qui est très important, il est souvent mal connu, et aussi de compléter notre formation académique, de renforcer le lien entre le monde professionnel et le monde d'étudiants, la vie d'étudiants. C'est toujours constituer ce pont entre les deux, effectivement. Voilà, c'est ça le but. À travers, pour cela, on fait des formations, on organise des formations en rapport avec notre spécialité. On a organisé plein de formations. Récemment, on a organisé une formation dans le marketing industriel. On a aussi organisé des formations dans des outils phares pour tout ingénieur, tels que l'Excel, le Power BI et plein d'autres. On organise aussi des conférences et aussi des sorties d'entreprises pour la découverte. On découvre des entreprises, tout le process de production et tout cela. Quelle chance! Oui, franchement. Quelle chance! Bravo! Merci. Bravo. Alors justement, dans cette même perspective et parmi tous ces événements que vous êtes en train d'organiser, là, c'est un autre événement que vous allez organiser, un hackathon, un style d'un hackathon, donc au profit des étudiants. Parle-nous un peu plus de cela, Lilia. Alors l'Algeria Data Cup, c'est une compétition. D'ailleurs, c'est la première compétition en data science organisée par des étudiants en Algérie. C'est une compétition où diverses entreprises dans différents secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, vont proposer des problématiques dans la data science à 12 équipes de 4 participants. Ces participants devront analyser tout d'abord un jeu de données qui sera proposé par ces entreprises et ensuite les exploiter à travers différentes techniques d'intelligence artificielle pour pouvoir extraire des informations et les analyser pour répondre aux besoins et aux problématiques de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise finalement qui a proposé les différentes problématiques. Exactement. Et ces résolutions vont être après utilisées au sein de l'entreprise. Donc c'est des problématiques réelles qui vont aider à développer l'entreprise et à résoudre les différents problèmes qui existent. Finalement, nous sommes dans le gagnant-gagnant. Hein. Donc l'entreprise a sa solution et l'étudiant, donc il peut finalement s'épanouir, s'exprimer et il voit un petit peu sa solution valorisée, on va dire, par l'entreprise. Voilà. Et il pourra aussi apprendre toutes les données, toutes les connaissances qu'il a pu acquérir et ça sera vraiment une occasion pour lui d'élargir son réseau et peut-être d'être même recruté par l'entreprise. Si elle trouve que la solution proposée est très innovante et créative, eh bien, elle pourra aussi le recruter et lui trouvera un stage ou même un projet de fin d'études. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère pour nos étudiants, n'est-ce pas, leur ouvrir la porte et vous êtes là pour ça. Exactement. Alors justement, cet événement, Shahinaz, il est destiné à quel type d'étudiants? Est-ce que juste au niveau de Polytech ou c'est une compétition qui est quand même ouverte aux autres étudiants des autres écoles? Non, c'est un événement qui est ouvert à tous les étudiants algériens. Pas juste pour les étudiants de Polytechnique. Donc, on reçoit beaucoup les étudiants de USTHB, celle de Léa et tout. Il y a plein d'autres étudiants, mais c'est ouvert à tout étudiant qui est assez passionné par la data science et l'intelligence artificielle, qui est motivé, qui veut apprendre. Et voilà, c'est juste qu'il faut être motivé, passionné par ce domaine qui est très enrichissant. Effectivement. Alors justement, critères de sélection, Lilia. Donc bien entendu, vous avez beaucoup de volonté de participation, j'imagine, mais à un moment donné, il faut sélectionner. On ne peut pas prendre tout le monde malheureusement. Exactement. Critères de sélection? Alors déjà, on demande beaucoup de motivation et de persévérance, surtout que l'événement va se durer durant 3 jours sans arrêt. Ah oui. Donc il faut être assez motivé. Donc 3 jours,
ne pas on oublie le sport, on oublie la famille, n'est-ce pas? On oublie tout. On reste focus que sur la résolution de problèmes. Et on dort chez vous et on mange chez vous. Alors oui, les participants seront logés et seront nourris, seront vraiment pris en charge par le club. Donc il n'y a pas de souci à se faire sur ce point. Il faut avoir quelques connaissances aussi en data science, comme a dit Shahinaz. Il faut savoir que même s'ils ne seront pas des experts, on ne demande pas que ce soit des experts, parce que ça ne sert à rien si tu es expert de participer à un dataton. Surtout que nous allons organiser une sélection de formations une semaine précédant l'événement, donc pour mettre tous les participants au même pied d'égalité et leur donner encore plus d'informations et acquérir encore plus de connaissances. Donc voilà, il faut juste être motivé et passionné et c'est ce qu'on va essayer de juger par le formulaire d'inscription. Voilà, effectivement. Donc donner la chance à tous surtout. Mais sinon, Lilia, il va y avoir un jury pour ça? Alors malheureusement non, parce que dans ce type de dataton, c'est un système qui se fait à l'international. La soumission des résolutions se fera sur une plateforme qui s'appelle Kaggle. Alors c'est une plateforme internationale où les participants vont soumettre leur modèle et à partir de certains critères de performance, ils seront notés sur ça. Voilà. J'ai envie de dire, vous avez levé la barre très haut là. On essaye d'être, déjà notre slogan c'est Committed to Excellence, donc on essaie à chaque fois de viser l'excellence par nos événements et d'arriver aux normes internationales aussi. Voilà, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de compétences, ça permet déjà de s'auto-évaluer par rapport à ce qui se fait dans le monde et les jeunes, on n'a pas beaucoup peur pour eux aussi aujourd'hui, on les a vus, hein, les petits jeunes qui sont partis il y a 2 ou 3 ans de cela, je ne me rappelle plus, pour la compétition de robotique en Asie, ils ont décroché la première place. Exactement. N'est-ce pas? Les jeunes Algériens ont beaucoup de compétences et il ne faut juste pas les sous-estimer surtout. Voilà, effectivement. Donc leur donner la chance de s'exprimer. Donc pour revenir encore une fois à l'événement, à l'organisation de l'événement, donc bien entendu la problématique, ils l'ont bien à l'avance les étudiants ou ils sont mis devant le fait accompli durant ces 3 jours? Durant la première journée, il y aura la cérémonie d'ouverture de l'événement, puis il y aura, on va exposer les problématiques et ils vont commencer. Donc ils seront devant le fait accompli, voilà. non pas, d'accord. Ils n'auront pas. Ah, ça c'est dur. Hein. Mais si je peux ajouter à ce qu'elle a dit Lilia tout à l'heure, déjà il y aura une semaine de formation. Oui, j'allais vous poser la question par rapport à cela justement. Et il y aura aussi, durant tout le long de l'événement, ils seront accompagnés par des coachs qui seront expérimentés, donc ils vont les guider, ils vont répondre à leurs questions et les aider à résoudre cette problématique. Donc toutes les formations, ils vont bénéficier de ces formations avant l'événement. Avant l'événement. Alors, de quoi il s'agit? Donc, les formations, et elles vont verser sur quel type de domaine? Alors, sur tout ce qui est data science et intelligence artificielle, on va essayer de leur donner tous les prérequis et les compétences nécessaires pour leur permettre de résoudre la problématique, donc sur divers sujets. Voilà. Ça va être des introductions sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning. C'est des outils qui vont les aider vraiment à résoudre la problématique et à pouvoir examiner les données qui seront proposées. Donc des formations très techniques. Exactement, oui. Des formations techniques. Donc de toute façon, ce sont des enfants, j'allais dire. Ce sont des jeunes qui viennent déjà avec des préacquis, avec des prérequis aussi, parce qu'ils sont tous universitaires, ils viennent un peu du domaine technique. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés avec eux pour les orienter vers ce monde. Bien sûr, ça va être juste des notions en plus qui vont beaucoup plus les aider. Il y aura peut-être des étudiants qui trouveront que ces formations ne seront pas si efficaces ou si nécessaires. On apprend toujours. Oui, exactement. On apprend toujours. Il y a toujours un petit quelque chose, il y a toujours un petit quelque chose que nous avons raté quelque part. Exactement, surtout que nous avons l'habitude de trouver des partenaires avec qui nos formations sont assez fructueuses et donc il y aura pas de notions qui seront mises à l'écart. Effectivement. Alors, une fois que ces jeunes seront devant le fait accompli, bien sûr, c'est un travail acharné qui va se faire durant 3 jours, une grosse compétition. Vous comptez donc maintenir combien de participants? Alors, il y aura d'équipes de participants. Il y aura à la fin. Ce sera des équipes, c'est ça? Oui, exactement. Alors déjà, s'il y a une personne qui veut participer et qui n'a pas d'équipe, il faut savoir qu'elle sera toujours la bienvenue. Donc, il y aura toujours des participants qui seront venus individuellement et donc nous pourrons les regrouper en 4 équipes. Constituer l'équipe sur place. Exactement. Donc à la fin, nous aurons 12 équipes constituées de 4 participants.
Voilà. D'accord. Et les lauréats, vous allez finalement prendre combien de lauréats, équipe? Nous allons prendre que 12. Les 12? Oui. Alors le formulaire est ouvert à toutes les personnes. Oui. D'ailleurs, l'année passée, nous avons eu plus de 70 demandes de participation. Donc, cette année, tout le monde peut participer. Et à la fin, quand le formulaire sera clôturé, nous ferons le tri et retiendrons que 12 équipes. D'accord. Vous allez retenir 12 équipes. Voilà. Et une fois que la compétition, une fois que la soumission des projets sera faite, par la suite, il va y avoir une sélection. Non, il y aura 3 jours. Durant les 3 jours, ils vont résoudre les problématiques. Oui. Et ils vont être, comme elle a mentionné avant, ils vont soumettre leur travail dans la plateforme. D'accord. Et c'est elle qui va juger. Très bien. Donc si elle juge, si les 12 projets sont intéressants, on prendra les 12 projets? Non. Non, voilà, c'était ça ma question. Voilà, alors il y aura 3 lauréats. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Qui seront classés d'après le nombre de points. Premier, le gagnant, la deuxième équipe et puis la troisième, qui seront récompensés bien évidemment par le club et par les entreprises partenaires. Alors la récompense? Ce sera autour de quoi? Alors bien sûr, c'est motivant, hein, c'est pour ça que je vous pose des questions comme ça, c'est pour motiver les étudiants à participer. Bien sûr, alors nous visons à avoir des récompenses monétaires, c'est-à-dire que pour que les équipes trouvent leur liberté d'en faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, il y aura des formations en plus et il y aura d'autres récompenses encore plus intéressantes. Il faut juste nous suivre sur nos réseaux sociaux pour pouvoir voir ce qu'on va proposer. Très bien. Voilà. Alors, l'événement, il est prévu pour quand? L'événement, il va se dérouler le 8, le 9 et le 10 mai au Higher Institute of Science à Burj Al Kifan. Donc, c'est pour le mois prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, les inscriptions sont ouvertes? Oui, ils sont jusqu'au? Ils sont ouvertes dès maintenant, ils sont ouverts. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Donc, les étudiants qui nous regardent ont déjà une semaine pour pouvoir s'inscrire. Ils pourront retrouver le lien d'inscription, le formulaire d'inscription dans tous nos réseaux sociaux, Insta, Facebook. Voilà, exactement. C'est IEC.ENP. Donc, ils pourront trouver le formulaire en barre de description, cliquer dessus et remplir toutes les informations nécessaires. Très bien. Shahinaz Lilia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous faites. Sur terrain, bravo. Après, vous-même, déjà, ça vous fait une belle expérience. Hein. Oui, on apprend. Une belle expérience. On apprend beaucoup de choses. Merci énormément de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes chez vous? Merci. Vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup les filles. Je vous souhaite une très très belle réussite pour ce que vous allez entreprendre. Et puis pour vos études aussi. Hein. Vous êtes en quelle année? Troisième année. Et Lilia, pareil, il vous reste combien d'études? 2 ans? 2 ans, oui. 2 ans. Oui. Eh ben, merci beaucoup les filles. À très bientôt. Et donc on continue cette fois-ci. Ce sera à Page Culture que nous allons ouvrir en votre compagnie. Nous allons en visite à une très très belle exposition de l'artiste peintre Reda Bouhraoua. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'y intéresse. On se retrouve juste après. Il y a 30 ans, le hasard l'a conduit à une exposition d'un aquarelliste espagnol et ce fut comme une révélation. Reda Bouhraoua décida de prendre les pinceaux et de s'exprimer à travers l'aquarelle. Empreint de douceur et de mystère, autodidacte, Reda Bouhraoua expose aujourd'hui une trentaine d'œuvres. Par hasard, en visitant une galerie, il y a 30 ans de ça, galerie espagnole pauvre, il y avait un peintre, je me rappelle toujours de son nom, José Esteles, et ça m'avait vraiment fasciné. Donc j'ai visité la galerie, j'ai pris quelques petits dépliants qui étaient proposés aux visiteurs, puis en rentrant à la maison, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai acheté du matériel succinct et puis j'ai peint mon premier tableau. Le premier tableau a été pour moi un succès et c'est parti de là. Et donc je me suis plus porté sur l'aquarelle. Intitulée « Lumière en travers des ombres », l'exposition lève le voile sur les créations longtemps cachées de l'artiste. Dans ses aquarelles, on ressent une recherche sincère d'harmonie, de lumière et de vérité. Je peins sur une émotion, une image qui me plaît,
une photo, une carte postale. Là, vous sentez quelque chose qui vous pénètre à l'intérieur. Vous remarquerez que même si ces aquarelles sont sombres, c'est vrai, la pluie, le soir, il y a quand même toujours une petite lumière. Et cette lumière qu'il faut interpréter, cette lumière qu'il faut faire ressortir, le peu de lumière. Parce que même quand toutes les idées sont noires, on a toujours un brin de lumière qui est au bout du tunnel. Donc c'est ce que j'essaye de reproduire. C'est pas évident, mais si ça plaît et si les personnes qui viennent visiter remarquent ça, j'ai gagné. Dans chaque création, on découvre une lumière fragile mais vraie dans la sensibilité éclaire ceux qui prennent le temps de regarder. Je suis vraiment captivée par le travail accompli. Tous les tableaux m'ont attirée, aquarelle, à l'huile. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sa peinture et son art et les thèmes qu'il a choisis. Alors celui qui m'a attirée, c'est en premier lieu cette jeune fille avec ce parapluie, ce paysage, et là-bas au fond, l'aquarelle avec le ciel, avec les oiseaux qui montaient. C'est vraiment très beau. Mais ce qu'on a remarqué surtout, c'est ces dessins bien finis, bien tracés, voilà. Une exposition qui nous invite à découvrir l'univers d'un artiste discret dont la lumière intérieure perce enfin les ombres du silence. Très belle exposition donc de l'artiste peintre Reda Bouharawa, et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée donc à cette belle exposition dans cette couverture. Et restons toujours dans le domaine de l'art, de la musique. Hier, c'était donc le coup d'envoi de la 14e édition du Festival culturel international de la musique symphonique qui va se poursuivre jusqu'au 23 de ce mois. Et hier, l'ouverture était spectaculaire, particulièrement pour ceux qui avaient assisté. Et comme vous le savez, cette année, le Venezuela, c'est l'invité d'honneur de ce festival. Nous en parlons en compagnie de notre invité, celui qui chapeaute tout l'orchestre et l'organisation de l'équipe vénézuélienne ou de l'orchestre vénézuélien. Donc il s'agit de Ángel Linares. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. On comprend plutôt bien le français? Ça va? Un petit peu. Allez, un petit peu. Et pour avoir plus ample information, parmi nous, son interprète, Madame Adriana Ortiz. Madame, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Ça va? Je vous ai pris pour une Algérienne. Oui, non. J'ai comme senti que vous nous ressemblez, finalement. Vénézuélienne. Vénézuélienne, voilà. Alors finalement, il y a beaucoup de rapprochements, n'est-ce pas? Merci. Il y a beaucoup de rapprochements. Voilà, alors hier, c'était le coup d'envoi. On sait que le Venezuela, c'est donc l'invité d'honneur. Alors, première question par laquelle je voudrais commencer. Donc, qu'est-ce que ça fait finalement d'être invité d'honneur dans un festival aussi important, aussi grandiose que celui-ci? ¿Cuál es esa que sientes al ser invitado de honor en este festival tan grandioso? Para nosotros es un privilegio gigantesco porque ya por nuestra experiencia en el año pasado nos hemos percatado de la importancia del festival y ser invitado de honor al año siguiente es no solo un privilegio sino además un compromiso muy grande. Pour nous, c'est un grand honneur parce que nous avons rendu compte que ce festival c'est autant important, c'est aussi important. C'est pour ça que cette année, de venir comme invité d'honneur, c'est un plaisir énorme. Ah ben ça nous fait plaisir aussi, bien sûr, plaisir partagé. Alors, notre artiste, ce n'est pas la première fois qu'il vient en Algérie. Il a déjà donné un spectacle en Algérie. Donc, c'est finalement un retour. Et donc, qu'est-ce qu'il en pense finalement de ce retour du public algérien, de ce qu'il a vécu déjà avant et de ce qu'il a vécu hier?
como artistas han sido invitados por segunda vez. ¿Qué se siente ser invitados nuevamente? ¿Cómo encuentran al público? ¿Cómo encuentran esta ocasión en comparación con el año pasado? La diferencia con el año pasado es que nuestra participación es un poco más amplia, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir con los músicos de la orquesta de Argelia y hemos podido involucrarnos un poco más en el mundo musical, en su mundo musical, en su mundo cultural. La participation cette année c'est différent parce que nous avons eu l'opportunité de partager plus cette année que l'année dernière. Et spécialement, nous pouvons participer beaucoup dans le côté musical. Alors, donc c'est la deuxième participation. Cette fois-ci, donc notre artiste, il vient que manager. Donc lui, il chapeaute un petit peu l'organisation de tout l'orchestre donc qui nous vient du Venezuela. Et hier, pour l'ouverture, donc il y a eu déjà un brassage, il y a eu un échange entre l'orchestre vénézuélien, l'orchestre aussi algérien. Alors, comment ils ont vécu cette expérience? Como manager que le ha tocado administrar o llevar a cabo todas las actividades de la orquesta, ¿cómo vio la actividad del día de ayer? Mira, extraordinaria. De verdad, les felicito porque hay una gran organización. Ahí se ve que hay un equipo importante de personas que están haciendo un trabajo que cada día suma. Desde el año pasado hemos estado, en mi caso, he estado observando un poco ¿cómo se llama? La relación entre todas las personas que manejan el festival y las participaciones internacionales y de verdad es un placer estar tan bien atendidos. C'est extraordinaire, c'était extraordinaire. Par exemple, moi, que je suis en train d'observer l'organisation à partir de l'année dernière, et je trouve que cette année, c'était plus organisé, qu'il y a beaucoup de participation, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire un festival aussi extraordinaire cette année. Voilà. Alors parlons un peu de la prestation, donc cette fois-ci de l'orchestre vénézuélien. Donc quel a été le programme qu'ils avaient choisi pour cette année? Y vamos a hablar un poco sobre la presentación de la orquesta. ¿Cuál ha sido ese programa que ellos han escogido este año? Bueno, para la presentación nuestra del día de hoy, se hace el danzón de Márquez, el número 4, y se hace la octava sinfonía de Dvorak. Esta participación es en un concierto compartido y por ende estamos limitados a un tiempo específico y por esta razón se escogen estas dos piezas, las cuales representan un poco de lo latinoamericano y del repertorio universal. La escogencia un poco de programa tiene mucho que ver con esto, de poder mostrar un poco nuestra presencia de América Latina en el festival y, bueno, y el manejo del repertorio universal. Okay. La présentation d'aujourd'hui, nous aurons deux pièces, deux morceaux. On a la symphonie, l'ultième symphonie de Dvorak et on a danson numéro 4. Aujourd'hui, on va partager les scènes avec notre groupe et c'est pour ça qu'on a choisi ce répertoire parce que c'est limité, on a limité tout le temps. Et c'est pour ça que nous voulons montrer les côtés latino-américains. Et nous voulons montrer aussi les répertoires universels. Donc c'est finalement parce qu'il y a finalement deux patrimoines qu'ils essayent de montrer, donc déjà latino-américain, mais aussi j'ai envie de dire cette musique universelle. Alors comment ils travaillent dessus justement pour qu'on puisse avoir cette fusion entre différents styles musicaux et pouvoir donner un seul style musical qui reste quand même harmonieux? ¿Cómo hacen ustedes para mantener y hacer esa fusión de estilos musicales para que se puedan mantener de manera armoniosa entre el repertorio latinoamericano y el repertorio universal? Lo hacemos diariamente. Nous faisons ça jour par jour, toujours. Voilà. Donc c'est un travail qu'ils le font tout le temps. Tout le temps. Ils le font tout le temps. Alors bien sûr, la musique latino-américaine est très prisée chez nous. Je ne sais pas s'ils le savent.
No sabía, no sé si sabes que la música latinoamericana es muy apreciada en nuestra casa. No lo sabía, pero lo puedo intuir. Nosotros disfrutamos mucho todo lo que tiene que ver con la rítmica, todas esas líneas melódicas que salen. Ojo, lo que estamos haciendo en este caso, estamos haciendo un programa mexicano, de un compositor mexicano, pero en líneas generales toda la música latinoamericana tiene un altísimo contenido rítmico y melódico que suele ser muy pegajoso, muy llamativo. Altamente agradecido y bueno, y nosotros también disfrutamos mucho la música de Algeria, que tiene también muchos elementos de este tipo y con las particulares de diferencias en cuanto a todo lo que tiene que ver con la expresividad y la ¿cómo se llama? La manera de ejecutar la música. Es altísimamente atractivo para nosotros también. Pour nous, dans cette occasion, nous avons choisi un répertoire mexicain, mais qu'il garde cette ligne harmonique, il a des rythmiques, il a des lignes musicales aussi. C'est pour ça que je ne connais pas, il ne connaît pas que vous appréciez aussi la musique, mais il s'est rendu compte pendant cette journée-ci. Elle a vu aussi, elle a trouvé aussi cette même chose harmonieuse, la ligne musicale, le rythmique pareil dans la musique algérienne aussi, parce que nous pouvons s'amuser beaucoup cette journée ici. Effectivement. Alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer à l'avenir une fusion probablement avec l'orchestre vénézuélien, l'orchestre algérien, et réellement donc fusionner les deux cultures? Parce que nous, par exemple, la musique, nous avons un style musical qui est la musique chabi, qui parfois introduit des sonorités espagnoles, flamenco, aussi des sonorités latines, et c'est ce qui donne finalement cette universalité de cette musique. Alors, est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir une fusion probablement de l'orchestre vénézuélien avec un orchestre algérien en faisant cette fusion des deux patrimoines musicaux? Y es que podemos ver en el futuro una fusión de estos dos estilos musicales entre la música de Algeria, que es Charbik, ¿no? Y la música venezolana. Chabi, oui. Chabi. Alors, Chabi, c'est populaire. Hein? Chabi es popular, es un patrimonio musical del pueblo. Sí, de hecho el concierto de ayer cuando cierra un poco, hay un símbolo que creo que fue muy importante, que fue la fusión de la maraca venezolana, compartiendo el escenario con la cantante, no recuerdo el nombre de la pieza, que se hizo ayer. Es lo que significa o lo que representa esta unión de estos dos músicos en el escenario, dice mucho más de lo que podemos decir verbalmente. El repertorio en líneas generales del día de ayer fue un repertorio realmente universal, el que abarcó la mayor cantidad de cosas posibles. Y bueno, y creo que tuvo un cierre fantástico, porque la energía del público fue simplemente divina. Hier, par exemple, nous pouvons voir dans les scènes cette fusion là-bas avec l'utilisation de la maracas vénézuéliennes. C'est un instrument, non un instrument musical. Ah, c'est un instrument, d'accord. Oui, mélangé avec la chanson de la chanteuse très merveilleuse que vous avez ici. Et cette fusion ici, nous pouvons sentir l'énergie du public, de l'audience. Et c'était simplement merveilleux. Ils l'ont déjà fait. Oui, on l'a déjà fait et nous pouvons observer aussi là-bas cette mélange là-bas de la culture, la fusion de la culture là-bas et aussi ouais, c'est ça. Si, c'était. Donc ça a déjà été fait, ça a donné un bon résultat. Et on peut voir aussi un répertoire universel vraiment là-bas. Alors, quelles sont un peu ces attentes du prochain spectacle? ¿Qué se acerca para el próximo espectáculo de la orquesta? El de hoy, el de mañana. ¿Aujourd'hui o pour demain? Hoy. Aujourd'hui et demain. Et demain. Bueno, los dos. Voilà. Bueno, mañana hacemos, hoy hacemos, como les comenté, el danzón de Márquez,
y la octava sinfonía de Dvorak. El día de mañana se hace completo el programa, que incluye Mamerloa, una pieza de Ravel, y bueno, en líneas generales es una muestra. Aquí se le rinde un homenaje a Ravel por su nacimiento. Se repite el Márquez en ambos conciertos porque es importante, así como ayer se hizo el danzón número 2, hacemos el 4, que no es tan conocido fuera de América Latina, se toca muy poco, es bastante reciente. Y bueno, y la octava sinfonía de Dvorak, que es un clásico, es un repertorio importante de la música universal. Nuestra diferencia va a ser 2 públicos distintos en 2 ciudades distintas. Y bueno, el año pasado tocamos en Tipasa. Creo que fue en Tipasa, no recuerdo ahorita, no estoy seguro porque estoy enredado con los nombres, pero tuvimos la expresión el año pasado fue extraordinaria en el pueblo que estuvimos, en la ciudad que estuvimos, y esperamos que sea igual, porque de hecho entendemos que el concierto está completamente lleno, y bueno, estamos para dar el 100% de nuestro trabajo, y agradecidos. Ok, aujourd'hui nous ferons, comme je viens de dire, nous ferons Dvorak, la numéro 8, ou l'ultième symphonie de Dvorak, dans son numéro 4. Cette danson, ce n'est pas très connu, mais c'est pour ça que nous avons choisi ça. Et demain, nous ferons aussi danson, et Dvorak aussi, et nous ajouterons la Mamerloa, la loi. Et bon, nous espérons avoir cette réceptivité que nous avons eue l'année dernière à Tipasa, oui. Tipasa, où nous avons senti cette énergie du public. Nous avons compris qu'il est déjà tout ça sold out et toutes les tickets ils sont déjà vendus. Et bon, nous avons beaucoup d'expectatives pour les concerts. Effectivement. Alors pour terminer, donc nous avons l'orchestre, donc va se produire aujourd'hui. Le chef d'orchestre n'a que 27 ans, donc il est jeune, Simón Bolívar, c'est ça. Donc il est tout jeune, 27 ans. Donc parle un peu de lui. Puedes hablar un poco de él, es un joven que está muy sorprendido de que un director tan joven, 27 años. ¿Puedes hablar un poco de él? Sí, claro. Luis es un muy joven director que tiene una energía extraordinaria. Él viene de Guanare, Guanare, una provincia en Venezuela, importante, cuna de grandes músicos hoy día, sobre todo percusionistas. Luis es trompetista y ha venido haciendo un estudio importante en su carrera, todavía se mantiene estudiando y está haciendo un trabajo, está participando este año con la, ¿cómo se llama? La Dudamel Fellows. Es participante oficial del Dudamel Fellows y hace asistencia al maestro Gustavo Dudamel. Y es director titular en este momento de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, llenándose o nutriendo más bien a la orquesta de un repertorio importantísimo, porque él se ocupa junto con un equipo importante de directores venezolanos en crear programas que sean atractivos tanto para la orquesta como para las audiencias. Es muy joven, pero es muy maduro. Bueno, bien sûr, Luis, il est très jeune chef d'orchestre. Il vient de Guanare, que c'est une petite province au Venezuela, où là-bas, il a émergé beaucoup de musiciens, spécialement percussionnistes, et dans ce cas, il est trompettiste. Il a fait beaucoup d'études importantes et relevantes. À ce moment-là, il est en train de continuer avec son formation, et il a participé. Elle est part d'un programme qui s'appelle Dudamel Fellows, où il est l'assistant, il travaille avec Gustavo Dudamel, qui c'est notre
plus importants des chefs d'orchestre au niveau mondial aussi. Et ce moment-là, bon, il est très jeune, mais il est très énergique, il a beaucoup d'énergie, il est très talentueux, il a beaucoup de discipline, et bon, il a fait un travail avec d'autres chefs d'orchestre. Ils ont trouvé d'apporter, de donner beaucoup de répertoires riches pour l'orchestre. Il est le chef d'orchestre titulaire de Simon Bolivar Chamber Orchestra. Ah ben voilà, donc merci déjà de nous avoir donné un avant-goût pour ce qui va se passer ce soir et demain. Très très belle continuation et félicitations par avance. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et on continue cette fois-ci. Nous allons revenir sur le plat traditionnel que vous retrouvez chaque vendredi chez toutes les familles algériennes, à savoir le couscous, puisqu'il y a eu un concours qui a été organisé autour du couscous. Et c'est Feri Alchir qui s'est intéressé donc à ce sujet dans ce reportage. On se retrouve juste après. Les parfums d'épices et de semoule flottent dans l'air. Porté par une ambiance chaleureuse, le couscous, fierté nationale, était à l'honneur lors d'un concours culinaire. On est parti voir toutes les wilayas du nord, l'est, l'ouest et le sud. On a cherché des écoles, on a cherché des traiteurs, des hôtels, des restaurants qui sont dans la spécialité culinaire, en même temps surtout le couscous, qui est un patrimoine algérien. Et puis c'est un patrimoine de l'UNESCO aussi, hein, qui a été validé par l'UNESCO. Donc les gens étaient vraiment, ils ont découvert, on n'a pas qu'un seul ou deux ou trois couscous, on a plusieurs couscous. Donc c'est des plats traditionnels et c'est un plat algérien parce que chaque vendredi, je dirais que la majorité des Algériens, on mange du couscous. Le couscous, plat emblématique des tables algériennes, a rassemblé des femmes passionnées venues des 58 wilayas. Ce concours a été l'occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité des variantes de couscous selon les régions. Le couscous de Constantine, c'est un couscous qui est très fin. Il est un peu particulier dans sa préparation parce qu'on le prépare avec du mat al-bisla, le semen. C'est différent par rapport à d'autres couscous. Ça se prépare avec une sauce blanche, 3 viandes, poulet et viande hachée. Ça se présente avec des œufs ou quoi de chiche. Parmi les invités d'honneur, la présence du Sahara occidental a suscité de nombreux applaudissements. Nous utilisons de la farine de blé et de céréales pour préparer le couscous. Nous utilisons aussi de la viande de chameau pour préparer le bouillon. On prend aussi la graisse de chameau ou de mouton. Il y a aussi d'autres ingrédients qui ne sont pas disponibles ici en Algérie, ce qui nous a poussé à nous appuyer sur des ingrédients algériens pour apprendre les méthodes de préparation de ce plat et acquérir de nouvelles connaissances. Le jury, composé de chefs et de connaisseurs en cuisine traditionnelle, a dégusté avec attention chaque préparation, saluant à la fois l'originalité des recettes et le respect des traditions culinaires. Nous sommes en train de voir la diversification et la diversité du plat de couscous, ce plat emblématique qui a franchi si vous voulez, le pays qui maintenant on le voit à travers tous les pays du monde. Et ça c'est un grand honneur pour nous, non seulement nous autres jurys, membres de jury, ou en tant qu'Algériens, ce plat qui représente notre identité, nos racines, donc on est fiers qu'on est présent. Et ce qui est bien ici dans ce festival, c'est que nous avons découvert d'autres plats de couscous. Donc ce plat emblématique, on le trouve au fur et à mesure. Et surtout par rapport à ces mains de fées, ces ménagères. C'est une identité de l'Algérie. C'est plus qu'un plat, c'est un patrimoine. Donc aujourd'hui, si nous sommes ici, nous sommes là pour un festival du couscous dans sa première édition et dans la découverte, parce qu'il faut savoir qu'un patrimoine se conserve en le transcrivant. Ce concours de couscous a permis de faire vivre notre patrimoine et de montrer au monde que le couscous n'est pas seulement un plat, c'est une mémoire, une identité, un héritage vivant transmis de génération en génération.
Et donc, après le couscous, d'autres éléments donc, de notre patrimoine ont été classés. Le travail continue. Et cette fois-ci, c'est au tour du bijou berbère. Nous en parlons en compagnie donc, de notre amie Samira Hadjamar. Et Siam aussi est parmi nous. Elle nous parlera, donc elle nous proposera d'autres prénoms. Et ce sera juste après cela. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Comment ça va? Oui. Ça se passe bien? Très bien. Très très bien. Ça m'a très très bien. Alors ça dépend très très bien parce que c'est Bijou Kabylie qui... parce que c'est toujours... Le combat continue pour le patrimoine. Oui, c'est la culture de la résistance. Oui. Et de l'engagement, on dirait que je commence. Hein. Oui, allez-y. C'était ton jingle, voilà, finalement. Donc, et de l'engagement culturel, bien sûr. L'Algérie, maintenant, elle est leader dans tout ce qui est l'inscription, donc l'identification, bien sûr, l'inscription à l'UNESCO, donc ça devient un patrimoine mondial, pas uniquement national. Et puis, bien sûr, ce genre de choses permet la conservation, la pérennisation et puis surtout la protection. On protège contre le pillage qui pourrait se faire de la part de d'autres pays, d'autres sociétés. Donc l'Algérie, par la voie du ministère de la Culture et par le biais du Centre national de recherche anthropologique, préhistorique et historique, donc le CNRPH, a déposé un dossier d'inscription vers la fin du mois de mars. Et donc auprès de l'UNESCO, je vais lire l'intitulé. C'est l'inscription de l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillés de l'habit féminin de la région de Kabylie. La fabrication, la conception et le port, parce que c'est important. Tout est important dans cette... C'est vrai que même le port a une signification particulière. Donc tout a une signification, effectivement. Si les femmes et les hommes, hein, parce que les bijoux se portent aussi par les hommes, ça peut être une gourmette, une bague, ça peut être une boucle d'oreille, parce qu'il y a on a cette tradition. Ça peut être sur un coffre, ça peut être sur une flissa. Oui. Une flissa. Et ce qu'on va passer, ce sont les bijoux kabyles. Donc ces bijoux... Donc et là, c'est le travail qui se fait autour du dossier. Avec le directeur du CNRPH, M. Hachi, qui se sont réunis pour parler justement de ce dossier qui a été déposé le 31 mars par email, par Internet. Voilà. L'idée, bien sûr, c'est la conservation. Très coloré. Très joli. Bijou très coloré, très expressif, effectivement. Emschloch, c'est le bijou que je préfère le plus. Un bracelet. Et c'est quelque chose qui a été édité. Alors les bijoux d'Algérie, comme tu as dit berbère, ou la tamazight, ou la kabyle, parce que kabyle, peut-être revenir à cette appellation. La colonisation française, dès le départ, a essayé de diviser l'Algérie, a essayé de diviser la société. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un tracé Grande Kabylie, Petite Kabylie. En réalité, il n'y a que des Kabyles. C'est dans la wilaya Tizi Ouzou. Moi, j'ai choisi de prendre en symbolique le village de Bnéini. Voilà. Parce que le plus réputé finalement. Oui, il y a la fête du bijou. Chaque année, cette belle fête. Depuis des années et des années, les gens de Bnéini tentent d'organiser cet événement qui est magnifique. Et tous les artisans, tous les habitants, tous ceux de la région viennent de partout en fait pour montrer, exposer, vendre aussi. Et puis ça permet aussi aux artisans de continuer à travailler. Pour moi, ce ne sont pas des artisans, ce sont des artistes. Parce il faut savoir depuis le début de l'histoire de l'humanité, les gens ont toujours porté des bijoux. Quand on regarde les gravures rupestres, on trouve des colliers, les hommes et les femmes, hein, avec des dents, c'est toujours symbole de victoire. Exactement. Des fragments d'os. Les dents aussi d'animaux. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est que quand l'homme parvient à gagner, c'est souvent par rapport à une victoire, et bien il l'affiche. Les trophées. Voilà, donc c'est aussi pour se sentir beau, hein. C'est clairement, les femmes, c'est ça, mais pas que. Hein. Il y a une symbolique dans tout. Les noms sont difficiles à prononcer, mais on va quand même essayer de les dire. Alors, il y a le diadème. On peut peut-être montrer, signor. Ben là que tu peux le porter aussi. Je vais faire juste... Je me croirais en plein patchwork. J'hésite copier. Voilà.
Alors Voilà. le diadème, bien sûr, On appelle ça tassab. C'est oui, c'est beau. Ça va hein. bien? Oui. Merci Mariam, merci. Alors, beaucoup de symboliques, les mariés les portent. Maintenant, il faut dire une chose. Hein. C'est pas des vrais ceux-là. Maniche, c'est pas grave, j'ai pas les moyens. Mais il faut savoir que ça coûte énormément cher. C'est de l'argent, mais ça coûte très cher. C'est quelque chose pour les originaux et les bijoux anciens. Ça prend du temps de les fabriquer. Le procédé est très dur. L'outillage est manuel. aujourd'hui, exactement. Il est 100% Le procédé, il est manuel, il prend énormément de temps. Et avant, les artisans, c'était pas réellement des artisans consacrés comme aujourd'hui, puisque leur journée était divisée entre le travail au champ, entre toutes leurs tâches, et puis ils accordaient un tiers de leur temps à la fabrication des bijoux. Et ces bijoux étaient fabriqués à la demande, c'est-à-dire c'est selon les goûts, selon l'exigence de la personne qui l'achète. Et il y a eu des bijoutières aussi. Hein. Oui, il y a eu. Et on en a, c'est-à-dire il y en a eu depuis très longtemps. Souvent, c'était parce qu'il y avait un atelier, que le mari décédait, que la mère devenait la chef de famille, et donc elle reprenait l'activité de son mari. À l'activité de son mari. Voilà, et souvent les bijoux en Kabylie se vendent entre les femmes. C'est les femmes qui vendent. Aussi rappeler qu'à partir de la fin des années 60, l'État a mis en sorte, a créé un système d'authentification, c'est-à-dire la tabac, ce qui a permis aussi de rassurer et les bijoutiers et l'acheteur ou l'acheteuse. Par rapport à la qualité. Voilà, donc il y a tout un mécanisme. Oui, la qualité, l'authenticité et la qualité. Exactement. Et bon, les anciens bijoux aussi avec tabac, l'artisan. C'est pareil pour la vaisselle, tu vois, tout ça. Voilà. Donc, il y a des bureaux à travers le pays qui identifient. Il y a une bourse de l'argent. Parce que ça vaut une fortune. Il faut dire qu'un bracelet, donc un mchlour, celui-là, c'est pas vrai. Non, il est beau aussi. Un vrai peut dépasser ça peut arriver 50, 100 millions, ça dépend de son ancienneté, ça dépend aussi du travail qui a été fait, ça dépend aussi des matériaux qui sont utilisés. Et rappelez aussi que l'artisan, toujours, comme pour la faïence, comme pour tout, s'inspire de la nature. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve très souvent des couleurs jaune, bleu, vert, voilà, le soleil, la mer, le ciel, alors, la mer. Je ne sais pas trop, peut-être Siam pourra confirmer, mais paraît-il que pour le vert et le jaune, parce qu'en Kabylie, au printemps, il y a la floraison des... Je ne sais pas comment on appelle cette fleur, des coraïset. Ah oui. Voilà. Et je connaissais le nom. Que c'est coraïset, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une floraison très importante. Et c'est la raison pour laquelle donc, on met la couleur jaune et vert. Jaune, oui, c'est possible. Je ne pourrais pas te contredire. Oui. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils s'inspirent des clous de girofle. Qu'ils utilisent même dans leur srab. Oui. Mais même, oui. Voilà, et donc les feuilles de chêne, j'avais montré dans la petite vidéo, c'est-à-dire les motifs qu'on peut retrouver. Oui, tout à fait. Voilà, mais sinon tout ça pour dire que c'est d'abord une communication, qu'il y a une symbolique par rapport à tout. La petite broche triangulaire qu'on a vue dans la petite vidéo, les jeunes filles, les jeunes fiancées par exemple à Bnéini, elles la portent dès qu'elles sont fiancées. Elles informent les jeunes hommes de la tribu que c'est pas la peine, c'est fini, elles sont prises et tout, elles sont promises à un marié, à un jeune marié. Voilà, les femmes aussi, je rajoute juste ça, quand elles mettent une grosse brosse, c'est à l'origine un symbole de victoire. C'était à l'époque où il y avait des conflits entre les tribus des Bni Abbas et des Bni Iné. Et ensuite, les femmes les portaient quand elles avaient un garçon. C'était un symbole de fierté, voilà, la continuité, la prospérité. Voilà, et donc c'est un dossier qui est présenté au niveau de l'UNESCO. Voilà. Très bientôt, Inch'Allah. Et à la fin de l'année, Inch'Allah, l'UNESCO, la commission va se réunir, on saura vers décembre les résultats. Voilà, alors je remercie Amal Almi qui vient de me faire rappeler le nom de Qoraïset, c'est l'Oxali. Voilà. Alors Siam, on passe à toi avec les prénoms, mais ce sera juste après cela. D'accord. Alors, on y va.
J'ai envie de repasser très vite sur les bijoux et une très très vieille et ancienne tradition kabyle. Quand le mari il va ailleurs pour travailler, à chaque fois qu'il vient, il apporte quelque chose d'argent pour sa femme. Et un petit, je sais pas, une petite boule, un petit clou, une petite forme en argent, une petite statuette. Et elle mettait ça dans un collier. C'est pour ça qu'il y a des colliers qui sont franchement très mélangés. Il n'y a pas quelque chose d'uniforme, il n'y a pas un motif qui ressemble à l'autre. C'est en fait, elle a ramassé ça et pendant l'absence de son mari, chaque motif représente une période, des vacances, une présence, voilà. C'est ça. J'ai aimé la poésie. Bref, moi je rentre tout juste d'une ville que j'ai beaucoup aimée, une ville de l'ouest algérien, et où justement il y a un prénom assez répandu. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de maison sans ce prénom. Alors la ville est Sidi Bel Abbès, et le prénom très répandu est un prénom féminin. On ne peut pas trouver une maison à Sidi Bel Abbès sans ce beau prénom féminin de Abbassia. Voilà. Alors, porte le nom de sa ville. Qui porte exactement. Alors c'est une identité. Elle est ancrée dans sa ville. C'est une présence extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous savez, il y a eu des déportés justement de Kabylie, puisque nous sommes en Kabylie, des déportés berbères, donc kabyles, jusqu'à Sidi Bel Abbès, Oran aussi. Donc à l'époque on les appelait Zouawa, d'accord. Et même ces gens là se sont intégrés dans cette ville, bien qu'ils gardent leur dialecte berbère, etc. Mais il y a une que je salue, je suis sûre qu'elle est en train de nous regarder. Il y a vous voyez qui s'appelle Abbassia. Parce qu'elle est née à Bel Abbès, elle est d'origine kabyle. Alors elle est kabyle, elle est née à Bel Abbès et elle porte le nom de Abbassia. C'est ça l'Algérie en fait. On est fiers de nos villes, de la richesse, du brassage. Alors Abbassia, pourquoi Abbassia par rapport à ce saint patron, à ce maître soufi, qui a justement donné son nom à Sidi Bel Abbès. Donc on l'appelle Sidi Bel Abbès el-Bouzidi. Et Sidi Bel Abbès el-Bouzidi est venu de la région de Tlemcen pour combattre les Espagnols. Parce que vous savez, il y a eu durant le 15e, 16e siècle une très grande présence. 3 siècles. À Oran, dans l'Oranie. Dans tout autour d'Oranie. Et il y a la bataille de Mzghrine à Mostaganem qui est très célèbre. Et ce monsieur-là a combattu donc la présence du colon espagnol dans la région, et il y a eu sa combat ou son mausolée donc sur le fleuve, ce qui était à une époque un fleuve, le Makra, donc et c'est là qu'on l'appelle Sidi Bel Abbès, donc Abou Abbès à l'origine, d'accord, Abou Abbès, Sidi Abou Abbès, donc Bel Abbès c'est en fait Abou Abbès. Et toute fille qui est née donc à Bel Abbès, elle est déjà Abbassia. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle les gens. Oui, Abbassia. Et c'est un prénom qui a dans des générations. Alors j'ai vu des dames d'un certain âge à Abbassia, j'ai vu des gens qui avaient mon âge à Abbassia, et j'ai vu une fille de 12 ans qui porte le prénom d'Abbassia. Et j'aime bien, parce qu'en fait c'est un prénom qui continue à exister, avec qui prouve un petit peu l'attachement aussi à sa terre, mais ce qui me plaît, c'est que ça perpétue. Voilà, ça existe toujours, il est bien présent, il n'est pas prêt à disparaître. Quand j'ai vu la fille de 12 ans, j'ai dit waouh, elle est contente de nous dire il n'est pas prêt à disparaître. Non, mais c'est génial. Pour une fois. Oui, et c'est un prénom typiquement algérien, on ne le trouve pas ailleurs. On ne trouve pas des Abbassia ailleurs. Donc peut-être en Orient, il y a la sœur de Haroun al-Rachid qui portait le nom de l'Abbassa, mais ça c'était surnom, c'était son surnom et non pas son prénom. On l'appelait l'Abbassa. D'ailleurs, là on dit que c'est la première des Arabes de la péninsule arabique qui a porté un diadème. Bon, apparemment c'était la sœur de Haroun al-Rachid qui a introduit cette tradition chez eux, donc à Bagdad. Mais il faut savoir qu'il y a des prénoms comme ça qui s'attachent à une région et qui sont là, qui sont heureux d'exister et qui sont palpables. Voilà. Alors dans les chemins, dans les ruelles de Bel Abbès, il y avait plein de Abbasiettes et surtout de Abbassia. Moi j'ai beaucoup aimé ce prénom. Voilà. Ah ben voilà, finalement encore une fois l'attachement à la terre, n'est-ce pas? C'est comme un bijou, on porte le prénom comme un bijou, franchement.
Et j'aime bien que la nouvelle génération le porte aussi. Ils sont fiers de le porter. Alors j'ai dit, je travaille avec les enfants dans les ateliers de conte et j'ai dit à une fille qui avait une mèche de feu comme ça, avec des taches de rousseur et tout. Et j'ai dit, alors, moi ce mec qui est Abassia. Et moi j'étais contente. Et elle le disait avec toute fierté. Oui, et moi j'étais très contente. Voilà, voilà. J'imagine, hein, parce que c'est une fervente défenseuse. Hein, oral. Oui, patrimoine immatériel extraordinaire qu'il faut aussi préserver. Donc, penser aussi à classer. Les nouvelles sonorités, etc. C'est beau, messieurs, dames, mais pensez-y. Pensez à nos anciens prénoms. Ils sont classe. Ils sont classe, effectivement. En tout cas, mes filles, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste rajouter que le mois du patrimoine commence, que pratiquement tous les musées, normalement l'accès est gratuit. Il y a des centaines et des centaines d'événements qui sont organisés à travers le pays. Et cette année, c'est l'intelligence artificielle qui est à l'honneur par rapport au patrimoine, exactement, et la culture. Il faut y aller, battle. Voilà, effectivement, il faut profiter. En tout cas, merci beaucoup, les filles, d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, du Canal Algérie, notre amie, notre collègue Amira Qaïdi vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Anaïs. Alors, Anaïs, je pense que tu nous avais déjà parlé du prénom Anaïs, n'est-ce pas? Ça, c'est super. Voilà, effectivement, donc qui s'appelle Amira Qaïdi. Donc, notre amie, on la félicite, on va lui dire Mbrok Alik ou propre établissement, surtout Amira, et comme on lui dit, Anaïs Terbafi Azkoum, Inch'Allah. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir. ذهب غفلان